Ah, la terre battue. Sa couleur ocre, ses glissades, ses matchs interminables et bien sûr, Roland-Garros. Théâtre des plus grandes joutes de gladiateurs, la terre battue est restée indomptable pour de nombreux champions. Pour d'autres, au contraire, elle fut le lieu de leur couronnement. Mais l'âpreté des duels, pour soulever la coupe des mousquetaires, rend la longévité des souverains éphémère. Toutefois, deux conquérants ont su gouverner la terre parisienne. De mémoire d'homme, le premier qui régna était suédois et appartenait à la dynastie Borg. Suite à son déclin, plusieurs tentèrent de l'imiter, mais aucun ne parvint à l'égaler. Du moins jusqu'à l'avènement d'un roi, plus jeune, plus fort, se rapprochant plus d'un dictateur de la terre battue que d'un monarque. À l'heure où je vous conte cette histoire, le grand Rafa siège toujours fièrement sur son trône. Mais si je vous disais que son règne a débuté sur les cendres d'un autre roi, un Argentin, qui fut baptisé avant d'être couronné. Voici l'histoire du roi sans couronne, Guillermo Coria. Né à Rufino, une petite ville située à des centaines de kilomètres de Buenos Aires, Guillermo fut nommé ainsi par son père en hommage à la légende du tennis argentin Guillermo Vilas. Malgré son gabarit de poids plume, 1m75 pour 65 kg, Coria va très vite montrer des qualités exceptionnelles raquette en main, remportant Roland-Garros Junior en 1997 sans concéder le moindre set. Surnommé El Mago ou le magicien en espagnol, Guillermo faisait partie de ces joueurs avec une main d'exception, écœurant un à un ses adversaires par ses amortis. Mais en spécialiste de la terre battue qui se respecte, l'Argentin possédait tout l'arsenal nécessaire pour exceller sur cette surface si exigeante. Un coup droit lifté dévastateur. Une capacité à accélérer côté revers qui n'avait rien à envier aux plus grands experts du genre, à André. Enfin, Guillermo était rapide. Très rapide. Aucune balle n'était intouchable pour le poids plume argentin qui maîtrisait la glissade à la perfection. Véritable diamant brut, c'est sans surprise qu'il intégra le top 100 mondial dès la fin de sa première saison sur le circuit professionnel. Mais l'année suivante, celle de la confirmation, va osciller entre ombre et lumière. Continuant sur sa lancée, Coria va remporter son premier titre ATP au Chili contre un certain Gaston Gaudio qu'il sera amené à retrouver. Mais quelques mois plus tard, El Mago va subir le cauchemar de tout sportif de haut niveau, une affaire de dopage. Guillermo est testé positif à un stéroïde, la nandrolone. L'ATP décide de le suspendre 2 ans dans une période où le tennis argentin est suspect avec plusieurs joueurs pris par la patrouille antidopage. Clamant son innocence, Guillermo réussit à réduire la durée de sa suspension à seulement 7 mois. Et c'est en mars 2002 que Coria, retombé au-delà de la 100e place mondiale, redevient un joueur professionnel. Cependant, son retour n'est pas aussi flamboyant que prévu, et il faudra attendre la saison suivante pour qu'El Mago, 21 ans, laisse exprimer tout son potentiel. En cette saison 2003, Guillermo va se faire un nom auprès des plus grands terriens du circuit. C'est très simple, dès qu'il joue sur terre battue, il gagne ou presque. 4 titres, dont 1 de prestige à Hambourg, et 38 victoires pour seulement 5 défaites. Mais Coria, le spécialiste, se diversifie et adapte son jeu aux autres surfaces, atteignant même les quarts de finale à l'US Open. Le cauchemar de 2001 est loin, et c'est tout naturellement que Guillermo entre dans le top 10 mondial. 2003 fut la saison de l'avènement, 2004 ce doit être celle du couronnement. Un seul objectif, remporter Roland-Garros. À l'aube de l'édition 2004, il est le grandissime favori. Seul un Federer dans son prime réussit à faire plier Guillermo sur sa surface favorite, mettant par la même occasion un terme à une série de 31 victoires consécutives sur terre battue pour l'Argentin. Injouable, je vous dis. À Paris, Coria va assumer son statut jusqu'au bout, ou presque. Comme vous devez vous en douter au titre de la vidéo, Guillermo n'a jamais remporté Roland. Pourtant, cette année-là, toutes les étoiles semblaient alignées pour l'Argentin, écrasant un à un tous ses adversaires pour atteindre la finale. A l'inverse, notre finaliste, Gaston Gaudio, a dû batailler à 2 reprises pendant 5 sets pour se frayer un chemin inespéré jusqu'en finale. Et pendant un peu plus d'1 heure, Guillermo va marcher sur son adversaire, paralysé par l'enjeu d'une première finale en Grand Chelem. Résultat, 6-0, 6-3, 4-3 et une main sur le trophée pour Coria. Mais nous n'étions en réalité qu'au premier acte de cette finale. En effet, ce 6 juin 2004, l'irrationnel se produisit sur le Philippe Chatrier. Le public qui souhaitait voir un combat entre les deux hommes lança une holla pour encourager son adversaire. Et miracle, Gaudio commença à apprécier le moment présent et à communier avec le public parisien.
C'est ainsi que le deuxième acte pouvait débuter, avec un Gaudio complètement relâché. Au bord du précipice, 10 minutes auparavant, il remporta la troisième manche face à un Coria complètement désemparé. Mais c'est dans le quatrième set que Guillermo plongea un peu plus dans les abysses, se mettant à cramper après moins de 2 heures de jeu. Lui qui d'habitude est capable de jouer pendant des heures, voit son corps le lâcher, crispé par une potentielle victoire porte d'Auteuil qui est en train de lui échapper. Le quatrième set est une parodie de tennis avec un Coria incapable de servir et de se déplacer. Enfin, lors du dernier acte, la rencontre devint irrespirable. Les deux joueurs s'échangèrent leurs services à tour de rôle, tel un match de tennis féminin avec un total de 9 breaks dans la dernière manche. Coria servit même pour la rencontre, à 2 reprises, obtint 2 balles de match, mais rien n'y fait. À 1 point d'être couronné, Guillermo s'écroula et finit par s'incliner 8-6 dans la dernière manche. Dévasté et le regard vide sur sa chaise, El Mago essaie de comprendre comment ce match a bien pu lui échapper. À cet instant, on se dit que d'autres occasions se présenteront pour le natif de Rufino qui est alors âgé de 22 ans. De retour la saison suivante, Guillermo apparaît toujours comme le roi de la terre battue, prêt à embrasser sa destinée. Mais un autre prétendant souhaite s'emparer du trône. C'est à Rome qu'une bataille sans précédent eut lieu entre les deux prétendants. Après 5-7 et 5h14 d'une lutte acharnée, c'est le jeune Rafa qui s'écroula pour célébrer sa victoire. On se dit alors que nous assistons à la naissance d'une rivalité pour les années à venir. Mais cette lutte romaine marqua finalement une passation de pouvoir entre les deux hommes. En effet, après cette défaite, Guillermo ne fut plus jamais le même, brisé tant psychologiquement que physiquement. La suite de sa carrière fut une véritable descente aux enfers. El Mago perdit sa magie et 4 ans plus tard, à seulement 27 ans, il mit un terme à sa carrière dans l'anonymat. Connu pour le plus gros choc de l'histoire du tennis, peu se souviennent du joueur qu'il fut lors de son prime. Entre 2003 et 2005, le petit et frêle Guillermo était bel et bien la terreur du circuit sur terre battue. 7 titres, dont Monte-Carlo et Hambourg, 90 victoires en 103 matchs, et bien sûr, sa finale à Roland-Garros. Bien des champions n'ont jamais réussi à apprivoiser la terre parisienne, et parmi les spécialistes de l'ocre, Guillermo est définitivement le plus grand n'ayant jamais soulevé la coupe des mousquetaires. Pour beaucoup, il restera à jamais indopé. Pour moi, il sera éternellement le roi de la terre battue, sans couronne.